Merci Jean-François d'être de retour dans la zone Contuva que j'ai le plaisir d'avoir avec moi Pierre-Paul Bézile-Lacasse de Lacasse et Associés. Bonjour Pierre-Paul. Bonjour Denis. Hey, Pierre-Paul, on va parler aujourd'hui encore finances. C'est des sujets qui nous intéressent énormément tout le temps. Et on va amener un cas tout à fait particulier qui peut paraître banal à la source, une séparation d'un homme et d'une femme. Il y avait des enfants dans le décor, sauf que ça se complique à un moment donné lorsqu'un des deux conjoints a un débalancement financier important. Oui, ben c'est ça. C'est le cas de Mathieu qui a des revenus d'à peu près 4 000 par mois, donc quand même des bons revenus. Ben oui. Mathieu, 4 enfants, donc finalement, ce qui a causé la séparation, ben Madame Madame a tombé en amour avec un autre homme, donc là, ben on connaît ce que ça amène, donc séparation, garde partagée, tout ça. Le monsieur est venu me voir, en fait, parce qu'il y avait une grosse disparité. Donc, même si monsieur avait un bon revenu, 4 000 par mois, madame avait des très, 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 très bons revenus. Donc, madame, c'est un entrepreneur, plusieurs compagnies, et donc, dans le contexte de cette séparation, on n'est pas toujours, on va dire, à armes égales, hein. Il y a la notion d'avocat pour la garde des enfants, pour les histoires de pension alimentaire, et ces contextes-là, qui sont des fois un peu hostiles, ben amènent la place à des grosses guerres juridiques. Et donc, ça veut dire des gros coups d'avocat aussi pour se séparer les actifs et tout ça. Dans ce contexte-là, une des problématiques, c'est que monsieur avait contracté des dettes à différentes sources, donc carte de crédit, VTT, gros pick-up, roulotte. Il y en avait pour plusieurs, je dirais presque 200 000 $ de différentes dettes. En fait, il s'était harmonisé avec le salaire familial, si je comprends bien. C'est ça. C'était des dépenses qui étaient parfaitement gérables dans un contexte de dépenses familiales, mais il y avait des actifs à son nom avec des dettes à son nom qui étaient utiles pour les deux et vice-versa. Sauf que dans le cas de monsieur, ben il y avait beaucoup trop de dettes pour sa capacité réelle à un coup séparé. Fait on s'est retrouvé dans une situation où ben monsieur avait pas la capacité de payer tout ça. On a essayé de négocier une prise en charge de madame de certains des actifs, mais ça, au niveau juridique, mais ça n'a pas fonctionné. Et il y avait un litige là par rapport à la maison, qui était une maison claire, donc avec les revenus qu'avaient les deux, là, la maison avait été payée très rapidement. La maison était rendue claire et il devait avoir une séparation de la maison, mais pour toutes sortes de raisons juridiques, madame ne voulait pas que monsieur reçoive la part de la maison. Et ben ce qui est arrivé, c'est que monsieur était référé à nous par son avocat parce que monsieur avait plus la capacité de faire les paiements mensuels pour garder ses dettes à flot. Et il n'y avait pas la capacité de continuer à payer ses frais d'avocat. Donc, tout ça faisait un goulot d'étranglement important qui faisait que la situation de monsieur était pas viable à court terme. Si monsieur pouvait continuer de se débattre et d'avoir la moitié de la maison qui valait très, très cher, on parle d'une maison là, de 600 000 $, fait que la moitié de la maison, là, on parle monsieur est en mesure de régler toutes ses dettes. Mais on avait un problème de cash flow, de flux de trésorerie. Donc, à court terme, monsieur avait pas la capacité d'honorer ses obligations financières. Donc, le fait d'avoir plus d'actifs que de dettes, on pourrait avoir l'air de ne pas être insolvable, mais quand on remplit le critère de ne pas être en mesure de payer ses dettes à échéance, donc au fur et à mesure là, qu'elles viennent à échéance à chaque mois, on est insolvable. Donc, ça veut dire que on a accès à la loi que j'administre, qui est la loi sur la faillite et l'insolvabilité. Donc, dans un cas comme ça, évidemment, la faillite n'est pas une très bonne option parce que monsieur, éventuellement, s'il gagne sa poursuite, il paye toutes ses dettes et c'est fini. Donc, à la place, on est allé avec une proposition pour gagner du temps. En fait, ce qu'on a fait dans la proposition, c'est qu'on a remis le VTT, on a remis le pick-up, la roulotte, on a changé la situation financière de monsieur au niveau de ses dettes et on a fait une offre au créancier pour gagner du temps, essentiellement. Et ce que ça l'a fait, c'est que ça a permis, monsieur, de se libérer la tête, de se concentrer sur ses procédures juridiques et sur ses enfants, de ne pas avoir à devoir arrêter de payer son avocat et donc de ne pas pouvoir être capable de se défendre. Et ultimement, monsieur a pu réussir à avoir gain de cause et avoir la moitié de la maison et on a pu régler la proposition qui payait essentiellement toutes les dettes de monsieur, mais qui lui a donné du temps de passer au travers et de conserver après ça, une fois que la vente de la maison était faite, il a pu conserver quand même le profit après avoir payé les dettes
qu'il a fait sur la moitié de la maison. Donc, essentiellement, c'est ça le cas. On a rééquilibré les choses, en fait. C'est ce qu'on est en train de dire. La dame qui avait un revenu très important, qui était capable de faire face, le monsieur qui était déséquilibré de l'autre côté. En faisant ça, on a permis à monsieur de se replacer, là. Oui, puis ça l'a en fait donné de l'air. Hein. Le problème, là, c'est que des fois, là, on a des paiements à gauche, à droite, puis on sait qu'on va avoir une capacité normalement dans 6 mois, dans 1 an, des fois, de se replacer. Mais à court terme, on a une problématique monétaire on n'est pas capable de tout payer nos dettes en même temps qu'ils arrivent à échéance. Et donc, c'est ce qu'on a fait dans monsieur. On s'est servi de la loi. On lui a donné un break au niveau de ses paiements. On a remis des actifs qui étaient rendus que monsieur avait pas besoin d'avoir, il n'avait pas la capacité d'avoir avec son nouveau budget. Donc, on a remis ces actifs-là, mais tout en sachant que il y avait une dette qui découlait de ça, puis monsieur là devait la payer à un moment donné, puis il l'a payé une fois qu'il y a eu l'argent pour le payer. Et c'était prévu dans le cadre de la proposition. On peut mettre des clauses particulières dans une proposition pour que ce soit gagner du temps, échelonner des paiements, couper des intérêts. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire avec ça. C'est ce qu'on a utilisé dans ce cas-là. Est-ce que la proposition tient compte du fait que monsieur a 4 enfants dans le décor, là, parce que c'est quand même important aussi les enfants à ce niveau-là, là? Absolument. C'est au niveau du budget qu'on tient compte de ça. Hein. Quand on regarde les paiements que les gens doivent faire et leur capacité de paiement, le barème du surintendant vient établir des chiffres qui varient en fonction du nombre de personnes dans l'unité familiale. Donc, plus on a d'enfants à charge, plus on a le droit, on va dire, selon la loi, de garder de l'argent pour subvenir aux besoins de la famille. OK. Donc, madame devait payer des pensions à ce moment-là, j'imagine. Effectivement, c'était un des débats, c'était la pension alimentaire que madame devait payer à monsieur, basé sur le fait qu'elle avait une garde partagée et que madame avait des revenus plus élevés et, toutes les considérations de pension alimentaire. Donc, dans ce contexte-là, il y avait ça à négocier, mais c'est sûr que tant qu'il n'y a pas de jugement et on s'entend pas, il n'y a pas d'argent qui rentre, là. Donc, monsieur avait pas les pensions alimentaires, il n'y avait pas la moitié de la maison qu'il pouvait vendre à court terme, il y avait des dettes. Donc, c'était vraiment une problématique à court terme parce que la situation n'était pas réglée, puis elle devait prendre le temps. Puis dans la stratégie qu'on a mis en place, c'est sûr qu'on voulait s'assurer que même si la pension alimentaire ne rentrait pas, que monsieur était capable de respecter ses obligations pendant un temps indéterminé, donc pendant plusieurs années, pour être sûr qu'il n'y ait plus de pression puis que madame ne puisse pas exercer un pouvoir à cause de son argent sur la négociation. Parce que des fois, pour accepter de l'argent maintenant puis régler un problème, on est prêt à baisser l'argent qu'on va recevoir. Hein. Ça, c'est vrai pour tout le monde. Ouais. Donc, monsieur aurait pu être forcé de négocier quelque chose qui était vraiment pas très avantageux pour lui, juste pour régler ses dettes à court terme. Donc là, on a fait autre chose. Monsieur a pu négocier ce que ça valait, prendre le temps qu'il fallait, puis éventuellement avoir gain de cause. Mais pour ça, il fallait gagner du temps. Donc, c'est là qu'on s'est servi de la loi. C'est particulier parce que là, c'est monsieur qui est dans la situation où l'argent rentre moins un peu que la dame, mais c'est souvent l'inverse, sans vouloir avoir de préjugés négatifs du côté des femmes qui sont encore des employés moins bien payés que les hommes, ce qui n'est pas normal d'ailleurs. En fait, il y a beaucoup une question de choix là-dedans puis de type d'emploi. En Abitibi, on est confronté à tout ce qui est mine, hein, tout ce qui est relié aux mineurs. C'est sûr que c'est des emplois qui sont durs sur la santé, sont durs physiquement. Et là, je parle pas de tous les emplois dans les mines, mais je parle en général. Et c'est des emplois qui plaisent en plus grande majorité aux hommes par le type d'emploi. Donc, c'est sûr que en Abitibi, il y a une grande disparité à cause de ça. C'est un cas effectivement un peu plus particulier. C'est un peu pour ça que je l'ai choisi aussi. On se cachera pas. Hein. C'est une situation où la femme est entrepreneur et gagne beaucoup plus d'argent que l'homme. C'est quelque chose qu'on voit pas nécessairement souvent. Mais c'est toutes des choses qui sont portées à changer aussi. Ça dépend évidemment là, dans quel domaine on est. Des domaines tout ce qui est plus au niveau de nécessiter une grosse scolarité, les femmes dominent, que ce soit en médecine ou dans d'autres spécialités. Donc c'est des choses qui se rééquilibrent, mais c'est vraiment dans ce cas-là une question de business. Les deux, c'était des gens qui avaient des bons revenus, mais là, il y avait quand même une disparité parce qu'on va avoir des bons revenus à 4 000 $ avec 4 enfants, avec le coût de la vie.
Si on a fait des choix, on a des dettes comme monsieur avait, ben là, c'est plus viable. C'est une autre histoire. Est-ce que c'est un cas qu'on retrouve régulièrement? Si on enlève le sexe des deux partenaires, là, est-ce qu'on trouve souvent cette situation-là entre des couples? Ben, la séparation, c'est quand même une des causes les plus fréquentes d'insolvabilité parce qu'on a un pouvoir d'achat plus élevé quand on est en couple, dans le sens où on a des dépenses qu'on peut diminuer, on dédouble pas le logement, on a plusieurs dépenses comme ça qui ont de l'impact. Fait que quand il arrive une séparation, souvent les gens se sont planifiés trop serrés. Donc, individuellement, ne pouvaient pas arriver. Donc, les gens, au lieu d'avoir un fameux 20% de plus que ce qu'on suggère aux gens quand on les rencontre, là, c'est d'avoir un 10% pour de l'épargne pour le futur, puis un 10% pour un compte imprévu qui devrait être dans leur budget. Donc, si les gens avaient fonctionnaient seulement avec leurs 80% qu'ils devraient, ils prendraient des obligations beaucoup moins élevées, achèteraient des autos usagées, attendraient avant d'être propriétaires, donc les choix seraient différents. Mais souvent, on veut aller plus vite dans la vie, on veut avoir une voiture neuve, on veut être propriétaire, donc tout ça fait que ça nous met le couteau sur la gorge plus rapidement. Et si tout se passe bien selon le plan, les gens s'en sortent sans problème. Mais quand il arrive une séparation ou autre, ça se complique. Il arrive des situations comme ça. Ouais. Fait que ça, oui, on le voit souvent. Les batailles juridiques amènent aussi malheureusement souvent, une mauvaise entente est toujours mieux qu'un bon procès. Là, c'est parce que ça coûte très cher aller jusqu'au bout d'une démarche juridique. Donc, on est toujours mieux s'entendre. Quand il y a des émotions de séparation pour des contextes un peu plus hostiles, malheureusement, ça fait que les gens n'ont pas le goût de s'entendre. Fait que des fois, les frais font que on arrive dans ces situations-là, malheureusement. Ouais, puis j'imagine que le coût de la vie est tellement élevé aujourd'hui que quand le couple se sépare, c'est une explosion qui apparaît devant eux autres là, assez rapidement. Oui, le coût de la vie est élevé, oui, mais c'est vraiment une question de choix. Là. Les gens font des choix de dépenses très, très, très hâtifs dans la vie, alors qu'ils n'ont pas encore établi leur stabilité financière. Tu sais, si tout le monde planifiait sa retraite et après ça commençait à dépenser, oui, OK, les gens auraient de l'argent, auraient des actifs qui bâtiraient plus tard, mais tout le monde aurait une sécurité financière. À la place, c'est pas ça qu'on veut. On veut être comme le voisin, on veut être comme notre ami, on veut dépenser. Et malheureusement, ça vient avec des conséquences de société comme ça. Là. Les dettes plus rapidement. Ouais. C'est un choix à faire, effectivement. Puis quand on est jeune, il me semble qu'on peut attendre puis bâtir sa vie là, lentement puis assurément en avant. C'est tellement rapide. Hein? Quand on fait le choix, quand on est jeune, on commence à travailler de demeurer en appart dans un 3,5, un 4,5, de travailler, de mettre l'argent de côté, d'avoir un véhicule usagé. On n'a pas besoin de faire ce choix-là pendant bien les années pour avoir bien de l'argent. Ouais. Fait que ça, c'est malheureusement, c'est pas un choix qui est très, très valorisé, mais ça devrait l'être plus selon moi, mais malheureusement, non, les gens vont vouloir avoir leur maison et leur voiture et leur 4 roues skidoo, peu importe là. Donc tout ça, met une pression sur le fait que en début de carrière, c'est pas là qu'on a les plus hauts revenus, hein, fait que on table sur nos augmentations de salaire à venir et malheureusement, des fois il arrive toutes sortes d'imprévus au travers de ça. Mon Dieu. Ça, il faudrait y penser. Pierre-Paul, on arrive déjà à la fin de notre temps. Malheureusement, tout va trop vite. J'aimerais qu'on rappelle aux gens des coordonnées pour vous rejoindre. Oui, les gens peuvent nous joindre au 1844-LACASSE, peuvent nous rejoindre par notre site internet lacassesyndic.com, peuvent aller nous voir sur Facebook aussi, LACASSE et associés. Et donc, on répond aux gens là, qui nous écrivent et effectivement, on donne la première rencontre gratuite pour s'assurer que les gens ont une bonne planification financière dès qu'ils ont des problèmes de dette, qu'on peut les aider à se faire un plan de match pour s'en sortir dans un délai raisonnable. C'est important. Faites-le si vous avez des problèmes de dette. Ça vaut la peine. Et Pierre-Paul, je suis certain qu'il va pouvoir vous aider avec tous ses associés à 100%. Pierre-Paul, encore une fois, un gros merci d'avoir pris le temps de venir jaser avec nous. Merci, Denis.